tranquillement. Donc, j'ouvre la séance en vous souhaitant la bienvenue à toutes et à tous pour ce séminaire du CRIFPE. On en tient régulièrement. Ils sont tous fort intéressants et c'est pour ça que nous les enregistrons et les mettons dans le site du CRIFPE. Vous pouvez donc les écouter. Celui-ci sera aussi enregistré, il est enregistré, il sera aussi versé dans le site dans quelques semaines, pas immédiatement, mais il le sera. Donc, vous pourrez réécouter ce que vous voudrez de tous les webinaires que nous avons donnés, dont celui-ci. Je vais commencer par me présenter. Je suis Marc-André Etier, le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Je reçois aujourd'hui Isabelle Vivianis. Nous recevons Isabelle Vivianis qui va présenter donc un webinaire sur la formation continue et puis sur la coordination des référentiels pour cela, pour être formateur de maître et formateur en enseignement dans des milieux de pratique. Isabelle Vivianis est professeure à l'Université de Montréal depuis maintenant quelques années. Elle est membre depuis très longtemps du CRIFPE. Elle donc s'intéresse à la formation pratique. Je vais laisser parler dans un instant, se présenter elle-même davantage et faire sa présentation complète du thème. Mais je reviendrai plus tard, dans environ 30 minutes, lorsqu'elle aura terminé sa présentation, pour prendre les questions que vous aurez et les lui poser. Ces questions-là, vous les mettrez pour que je puisse les lui poser dans la partie Q et R. Donc, questions-réponses que nous avons dans le webinaire, que nous avons en bas de l'écran. Alors, vous allez là, vous les écrivez et je les synthétise, je les lui dis. Si les réponses sont ailleurs, sont dans le chat, ben peut-être que je ne les verrai pas. Alors, assurez-vous de les mettre dans le QR. Je le redirai tantôt, mais après ces 30 minutes de présentation, nous aurons donc environ une autre trentaine de minutes de discussion, puis nous terminerons vers 13h, heure de Montréal, c'est-à-dire dans un peu moins d'une heure maintenant. Alors, pour laisser tout le temps à Isabelle de nous expliquer, professeur Vivianis, de nous expliquer ce qu'elle doit nous expliquer, je lui laisse la parole maintenant et je m'éclipse. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi, Marc-André. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, je suis membre du CRIFPE depuis le début de mes travaux au doctorat, donc 2012. Et je suis engagée effectivement à l'Université de Montréal depuis 2020, spécialisée dans le champ de l'accompagnement en formation initiale et continue. Un autre de mes champs d'expertise, c'est la formation des formateurs de stagiaires et cet aspect en fait de ce bagage professionnel, mais qui a aussi été entretenu pas mal depuis mes années d'études et d'auxiliariat de recherche avec Liliane Portelance, c'était effectivement d'intégrer le CIAC, qui est le comité interuniversitaire d'actualisation du cadre de référence pour la formation des formateurs de stagiaires. Donc ce bagage-là, mais en fait, me vaut depuis maintenant 5 ans la responsabilité du comité qui était initialement porté par Liliane Portelance. Je vais vous expliquer un peu les origines de ce grand comité qui est composé de représentants des 12 universités québécoises qui offrent donc la formation initiale en enseignement. Alors, le regroupement travaille donc à l'actualisation du cadre de référence pour la formation des formateurs de stagiaires afin de contribuer au développement des compétences professionnelles des futurs enseignants, mais évidemment par l'entremise des enseignants associés et des superviseurs. Pourquoi ce titre? Un tout petit peu, je ne sais pas s'il est provocateur, mais en tout cas, je suis contente qu'il ait intéressé, qu'il ait intrigué peut-être certains. J'ose parler de piliers parce que le CIAC rassemble effectivement des représentants des 12 universités québécoises, donc c'est un grand regroupement qui ont à cœur la formation des formateurs de stagiaires et donc inévitablement qui a un impact sur la formation de nos stagiaires en enseignement. Ces derniers, quand ils sont bien formés, les formateurs peuvent offrir à ce moment-là la meilleure formation aux futurs enseignants et une fois devenus enseignants, effectivement, on espère qu'ils auront une portée majeure, essentielle sur les apprentissages des élèves et donc sur l'avenir de la société québécoise. Et puis sans les stages, comment former un enseignant? On s'entend que comme le disent Vanueno, Malo et Moulini ici dans leur ouvrage sur la place du terrain dans la formation initiale des enseignants, et je les cite, le métier d'enseigner manipule avant tout des idées, mais c'est à la matérialité du terrain que les professionnels semblent d'abord et paradoxalement se fier. C'est dans l'action, par l'expérience, au plus près du travail réel et des pratiques ordinaires, qu'ils ont le sentiment de plus et mieux se former. Les recherches le constatent un peu partout et depuis longtemps.
Je ne dirais pas aujourd'hui que ce sont les stages qui priment et qui sont les plus importants de la formation, mais c'est en tout cas à travers eux que se forge le cadre pratique et toute la mise en œuvre de tout ce que les étudiants apprennent à l'université. Alors je vais avancer, sinon j'arriverai jamais à boucler ça en une demi-heure. La présentation va suivre le plan suivant. Je vais d'abord parler des origines du SIACRE, des objectifs de ce comité, les mandats qui nous ont été confiés plus récemment, et puis un regard rapide sur la qualité de la formation actuelle. Je tiens aujourd'hui à dire que on a eu 2 mandats qui ont été confiés par le ministère et il y a un embargo sur les données qui ont été collectées. Donc l'embargo se termine tout bientôt. Je parlerai donc des événements qui sont à venir et lors desquels j'aurai la joie de pouvoir présenter quelques données collectées. Et donc aujourd'hui, on va davantage brosser un portrait méthodologique, donc comment on s'y est pris pour réaliser ces mandats-là et quelles sont les grandes recommandations qui en ressortent. Voilà. Alors, commençons donc par quelques faits historiques pour situer quelque part les origines du SIACRE. En 2001, on sait que les orientations de la formation à l'enseignement et les compétences professionnelles attendues des enseignants sortent, donc au nombre de 12 à ce moment-là. Et donc les attentes, on le voit à travers ce qui est attendu des stagiaires, c'est que les attentes à l'égard des enseignants associés et des superviseurs sont importantes. En raison donc de l'importance cruciale des apprentissages du terrain, les responsables universitaires des sciences de l'éducation et le ministère de l'Éducation accordent un intérêt tout particulier à la qualité de la formation par les stages, visant la meilleure préparation possible à la profession enseignante. C'est ainsi donc qu'un rapport fut produit à la demande du ministère et de responsables universitaires en 2003, à ce moment-là, porté par les professeurs Lacroix, Roy, Lessard et Garand. Et ce rapport-là met en évidence le fait que les efforts consentis pour la formation à ce moment-là des enseignants associés varient sensiblement d'un milieu universitaire à un autre. Et donc à ce moment-là, les auteurs du rapport recommandent aux universités d'une part d'harmoniser les programmes de formation à l'accompagnement des stagiaires, d'énoncer aussi des orientations générales et enfin d'élaborer un profil commun de compétences attendues des formateurs. Et donc en 2006, là de second picot, la table MELS Université va reconnaître la nécessité de mieux préparer les 2 catégories de formateurs de stagiaires, donc enseignants associés et superviseurs, et ils établissent la nécessité donc de faire le point sur les programmes, l'importance de cette formation qui va préparer adéquatement les catégories de formateurs, la création d'un groupe de travail et se mettent alors en branle tout un travail par rapport à cette mise en œuvre-là et l'élaboration d'un cadre de référence. Puisque si on vise cette harmonisation-là et non son uniformisation, hein, c'est un terme qui est bien distinct et que Liliane d'ailleurs avait beaucoup à cœur toujours de distinguer harmonisation pour tenter de tendre vers un même objectif, mais non pas pour que toutes les universités aient le même programme nécessairement. On a à cœur de former dans la même direction, mais pas nécessairement tous de la même façon. Donc, ce mandat est confié à un groupe de travail en décembre 2006. Il est composé à ce moment-là des représentants déjà des 12 universités québécoises qui offrent la formation en enseignement. Et donc, les objectifs, c'est de s'assurer de l'arrimage de la formation avec les orientations de la formation à l'enseignement, donc la professionnalisation et une approche culturelle de l'enseignement, et aussi d'harmoniser donc les activités de formation en préservant la spécificité de chacun des milieux, comme je vous le disais à l'instant, pour que tous les stagiaires reçoivent quelque part partout l'encadrement requis, sans égard à leur université de provenance. Alors, après le dépôt du rapport de recherche, donc il y a énormément de données qui ont été collectées dans tous les milieux québécois, puis qui ont été analysées, et donc le rapport de recherche est déposé en 2008 par Liliane Portelance et ses collègues. Donc les principaux collaborateurs, c'est Liliane Portelance, Colette Gervais, Claude Lessard et Paul Beaulieu, et ils ont tout plein de collaborateurs à ce moment-là. Donc ils déposent ce rapport-là avec donc une volonté évidente de continuer à se regrouper dans le but de favoriser les échanges en présence en se donnant des occasions de partage d'expériences de formation des formateurs de stagiaires.
Le regroupement vise avant tout à tenir compte des orientations, bien sûr, du cadre de référence, en travaillant vraiment de cette façon, de manière harmonieuse, donc à l'actualisation du contenu. Et c'est ainsi que fut créé le CIACR, le Comité interuniversitaire d'actualisation du cadre de référence de la formation des formateurs de stagiaires. Et donc ici à gauche, vous voyez la première page, vous le retrouverez facilement, ce cadre de référence sur Internet, où on voit à gauche, c'est vraiment le cadre qui rappelle les points saillants relatifs aux formations déjà existantes à l'époque, qui offre un aperçu de la recension des écrits sur la formation des formateurs, qui précise les objectifs poursuivis par le groupe de travail. Il précise ensuite chacun des volets du cadre avec les orientations de la formation, les compétences à développer, les thèmes de formation qui sont à ce moment-là suggérés. Et sur la droite, vous voyez là la première page plutôt du rapport de recherche, là qui contient vraiment tous les objectifs, le cœur du travail qui a été réalisé là pendant les années que je vous ai nommées, et à l'intérieur duquel on va retrouver vraiment toute la méthodologie qui a permis de recueillir les données et d'aboutir donc à ce rapport, à ce travail et à ce cadre. Donc le cadre, dans le fond, c'est le produit fini le produit final à la suite de la recherche qui a été menée pour y arriver. Alors, les objectifs du CIACR, c'est donc effectivement, toujours en tenant compte du cadre de référence qui a été émis donc en 2008, de s'assurer de l'arrimage de la formation avec les orientations, d'harmoniser la formation, et donc on poursuit 4 grands objectifs, c'est de favoriser des échanges en présence, de partager nos expériences de formation de formateurs, de partager les outils de formation qui sont utilisés ici et là dans chacun des milieux universitaires, et puis de participer aux activités de recherche liées à la formation. C'est vraiment le regroupement nous permet un réel échange. L'énergie qui en ressort, ça a vraiment été très très motivant là de rejoindre le groupe J'avais terminé mon congé de maternité, donc on était en 2022. En avril 22, à ce moment-là, on a reçu, je vais vous préciser un petit peu là les mandats qui nous ont été confiés, mais depuis lors, on travaille ensemble avec je vous dirais, énormément de motivation à partager nos outils. Et c'est quelque chose que l'on fait finalement rarement. On partage souvent des résultats de recherche lors de colloques, mais ici on est vraiment dans un partage de toutes les initiatives, les outils, l'avancement aussi des formations, quelles ont été par exemple les modifications qui ont été vécues et rencontrées à la suite de la Covid-19, tout ce qu'on fait dans le cadre des différentes formations offertes dans les 12 universités québécoises. Donc, pour vous parler un petit peu de que font les membres du CIACR, je ne veux pas dire au quotidien parce qu'on se rencontre pas non plus tous les mois, on se rencontre 2 à 3 fois par an, mais on partage donc beaucoup au niveau des modalités de nos outils de formation. On a des projets structurants, par exemple, de 2010 à 2017, là je remonte pas mal en arrière, mais Liliane s'était vue confier par le ministère aussi une recherche de type collaboratif pour soutenir la formation pédagogique des formateurs de stagiaires. Et à ce moment-là, il y a eu énormément de travail qui était réalisé pour mettre à jour des vidéos et du matériel pédagogique pour la formation des formateurs de stagiaires. Donc ça a été une grande production. D'ailleurs, le souhait maintenant, c'est de réviser ce matériel-là. En novembre 2017, une journée d'études nationales a eu lieu et a permis à ce moment-là, de nouveau, de rappeler à la table maître d'université la nécessité de promouvoir la formation des enseignants associés. À ce moment-là, cette journée nationale a permis de pointer des défis et des pistes d'action qui concernent à la fois les formateurs, les formés, l'organisation de la formation. Je vous en cite l'un ou l'autre exemple ici. C'est par exemple pour l'organisation de la formation des formateurs, mais c'est de viser la cohérence entre le milieu universitaire, le milieu scolaire, les syndicats. Et puis, les gens ont été amenés vraiment collectivement à réfléchir à des actions à mettre en œuvre, qui étaient par exemple de donner des moyens structurels financiers pour assurer cette formation, d'impliquer tous les acteurs dans la définition des priorités, des rôles, de créer des comités locaux qui représenteraient les 3 milieux d'appartenance des acteurs, etc., etc. Donc, chaque fois, concernant l'organisation, les formateurs et les formés, de nombreux défis et de nombreuses actions ont été mises au jour et permettent maintenant de travailler de manière assidue à essayer de les mettre en œuvre, toutes ces actions-là. Évidemment, bien sûr, on est souvent restreint à cause de problèmes budgétaires et puis vous le saurez, là vous le savez, je pense, l'évaluation de la mesure budgétaire 320, là, sur l'encadrement des stagiaires, le pointe encore. Le problème majeur, c'est souvent
que fait-on de l'allocation quand on la reçoit. Donc bien sûr, la journée d'études a émis beaucoup d'idées et on essaye bien sûr de travailler dans cette direction-là. Notre souhait maintenant à l'issue des 2 mandats, mais je vais finir par vous en parler, ces 2 mandats, c'est d'organiser une nouvelle journée d'études qui permette de faire le point sur les différents défis et actions qui avaient été alors émis et de voir dans quelle mesure on a pu avancer par rapport à ça, et donc un petit peu la mise à jour de toutes les démarches qui ont été organisées autour de la formation des formateurs de stagiaires. Depuis lors, donc, depuis 2017, les membres continuent de se rencontrer 2 à 3 fois par an. Notre objectif, c'est vraiment d'actualiser ce cadre de référence, donc les orientations de la formation et les compétences à développer par les 2 catégories d'acteurs. Il y a une activité annuelle qui est vraiment signifiante dans ces rencontres-là, c'est la mise à jour des activités, des modalités de formation. Comme je vous le disais, elles peuvent bouger à travers le temps et celles-ci sont sans cesse, donc à chaque année en tout cas, elles sont mises à jour. On a donc un portrait, on dispose du portrait des modalités et des méthodes pédagogiques qui sont mises en œuvre dans chaque université, et ce, une fois par an. Donc tout ça est actualisé de manière assez récurrente. Ensuite, dans le cours des choses, on a en juillet 21 le ministère de l'Éducation. À ce moment-là, c'était Ariane Provencher et Mylène Leroux qui portaient le SIACRE à la suite de Liliane Portelance. Le ministère les approche pour voir si le SIACRE est intéressé à porter un double mandat, à la fois la révision du document sur la formation à l'enseignement, les orientations relatives à la formation en milieu de pratique, et un deuxième mandat nous est confié également, c'est l'état des lieux des formations offertes et suivies par les enseignants associés et les superviseurs universitaires qui accompagnent et évaluent nos stagiaires. Donc en mars 22, pour moi c'est un oui, donc on me propose d'endosser ce double mandat. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'échanges entre le ministère et nous pour tenter d'avoir une entente, aussi de financer nos déplacements en présence. On y tient, on veut continuer à faire le plus possible, en tout cas, des rencontres. On s'entend avec les suites du Covid, on s'est un petit peu installé sur nos chaises de bureau chez nous, mais on a eu des rencontres très productives. Je vais vous en parler dans un instant par rapport à l'élaboration, donc la révision de ce document-ci. On a vraiment travaillé à de multiples mains là autour du document, où on a réussi là à se retrouver en présence grâce au budget offert par le ministère. Donc en juin 23, une entente est conclue jusqu'à octobre 25. Donc on a été occupé à la réalisation de ce double mandat. Premier mandat, donc je vais y aller peut-être un peu plus rapidement pour être capable quand même de vous présenter les quelques recommandations à l'issue de ces travaux-là. On est passé à travers différentes étapes. Là, c'était du travail très conséquent, pour tout vous dire. Et puis je vais tous les mettre, les picots, sinon on n'y arrivera jamais. On a d'abord procédé à la relecture du document actuel. Donc, l'idée, c'était de proposer à tous les membres du SIACRE de participer à ce chantier collectif. On s'est rencontrés donc une première fois en octobre pour présenter le document Martyr, comment on allait travailler, à quoi on s'attendait en fait de la part des membres du SIACRE. Donc la consigne, c'était d'identifier les parties qui nécessitaient à leur sens une mise à jour et éventuellement donc des passages sur lesquels ils avaient envie de travailler, des passages qui nécessitaient une mise à jour des références scientifiques ou des recherches qui permettaient d'actualiser le document. Et donc, on a eu une discussion vraiment sur toutes les étapes de consultation et la manière dont on allait procéder pour ce travail collaboratif. On a ensuite travaillé à la relecture du guide, donc chacun est retourné de son côté pour réviser et émettre des commentaires. Nous, notre travail en tant que coordonnatrice, donc avec Annie Trépanier de l'UQAR et Geneviève Boisvert de l'UQTR, ça a été de faire la synthèse de tous les commentaires faits par les membres. Ici, j'avais indiqué la synthèse en couleur pour vous montrer un aperçu. Je n'aurai jamais le temps de le faire, mais c'était un travail extrêmement conséquent et très intéressant. Chaque partie du guide a fait l'objet donc de commentaires et de souhaits de révision. On s'est rencontrés ensuite en janvier et février, en janvier 23, je me mêle dans mes dates, là, janvier 23 et février, pour la mise en commun des commentaires inscrits dans le document collaboratif, l'identification réellement des éléments qu'on voulait sonder,
et puis pour valider le processus de consultation, puisque des consultations à large échelle ont été préparées pour envoyer des sondages à la fois au milieu universitaire et au milieu scolaire dans les différents par rapport aux différents éléments que l'on voulait mettre à jour. Donc on s'est rencontrés encore en septembre 23 pour valider les éléments qu'on voulait sonder, recueillir tout ce qui était à recueillir, valider la suite du processus, etc. Le travail des coordonnatrices, c'était de préparer ces sondages-là, d'envoyer le tout effectivement aux partenaires qui allaient pouvoir nous répondre. Et donc pour être plus précis, ici les partenaires, c'était à la fois les enseignants associés, les directions d'établissement dans les écoles et les agents de stage, les responsables de programme et les superviseurs dans le milieu universitaire, les milieux universitaires. Et puis ensuite, en janvier-février 24, on a pu compiler et faire la synthèse de toutes les réponses aux sondages qui ont été livrés. Alors, les objectifs de ces sondages, c'était de pouvoir documenter l'évolution de la formation en milieu de pratique dans les milieux scolaires et universitaires, et puis à la suite de cela, bien sûr, informer le ministère, les milieux scolaires et de formation des réalités actuelles pour adapter au mieux, bien sûr, l'accompagnement offert aux personnes stagiaires qui sont en apprentissage de la profession. Un bref passage là par les thèmes et les questions qui ont été posées. Bien sûr, je pourrais vous en parler des heures là, de tout ce qui a été posé comme question et tout ce qui a été récolté, mais on a regroupé bien sûr les questions en fonction déjà de la structure précédente. C'était la situation et les balises de la formation en milieu de pratique, les voies d'accès, les modalités de formation pratique, la diversification des expériences de la personne stagiaire, l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation de celle-ci, les spécificités de chacun des acteurs impliqués et qui sont amenés à se concerter, donc les personnes superviseurs, les personnes enseignantes associées, les personnes stagiaires et aussi les directions d'établissement, puis enfin tout ce qui touche à la concertation des partenaires de la formation en milieu de pratique. Alors, on a eu 1198 répondants au total, donc avec bien sûr des réponses partielles, certaines complètes. 3/4 des répondants sont des enseignants associés et 1/4 sont des directions en ce qui concerne le milieu scolaire. Donc là, on est bien sur le sondage adressé au milieu scolaire. Des exemples de questions, puis là, honnêtement, j'ai vraiment fait une sélection rapide là, mais exemple de questions qui ont pu être posées, c'était par exemple en lien avec la diversification d'expériences dans le milieu scolaire. On demandait par exemple quelles occasions offrez-vous aux stagiaires pour leur permettre de se représenter la profession enseignante, leur donner la pleine mesure des tâches de l'enseignant ou de l'enseignante. Et là, ils nous ont livré vraiment énormément de réponses, toutes fort intéressantes, donc accompagner dans toutes les tâches, partager les responsabilités, offrir un portrait réaliste de la situation, expliquer le fonctionnement de l'école, le rôle de chacun, etc. Que faites-vous? Par exemple, une autre question, c'était que faites-vous pour permettre aux stagiaires de mieux comprendre la diversification du rôle enseignant auprès des publics variés? Donc là, c'était effectivement d'expliquer, modéliser plusieurs modèles d'intervention, de faire réfléchir à des choix pédagogiques divers, à l'impact de ces derniers sur l'engagement des élèves, faire des lectures pour chercher de nouvelles connaissances, etc., etc. Je n'aurai jamais le temps de passer tout en revue, donc je me permets d'avancer. Je vais sur le... Ne t'en fais pas. Horrible. C'est ce que tu dois faire. Je m'en fais complètement. Alors, je passe au milieu universitaire, mais comme ça vous donne le style de questions qui a pu être posé, puis la richesse des réponses en fait qu'on a obtenues. Et toute cette richesse-là, dans le fond, elle est même pas visible dans le document, ou en tout cas, elle est très distillée. Mais donc tout ça pour expliquer qu'on a énormément de choses à partager, et aujourd'hui c'est juste peut-être vous donner l'eau à la bouche pour d'éventuels événements qui sont à venir et dont je vous parlerai tout à l'heure, et aussi éventuellement cette journée d'études qui permettrait vraiment à ce moment-là de davantage partager le cœur de tout ça, parce qu'en l'espace d'une demi-heure c'est juste impossible. Les répondants au sondage adressé au milieu universitaire cette fois-ci, 85 répondants, 53 questionnaires complétés partiellement, 32 complètement pas répondus. On s'entend que les gens manquent de temps et c'est ici que l'on s'en rend compte. On a eu ici alors 33 superviseurs, j'ai du mal à passer d'un écran à un autre, 33 superviseurs, 21 responsables pédagogiques qui ont pu répondre, 11 responsables de programme,
Et les autres, ce sont des conseillers pédagogiques qui sont spécialisés en sciences de l'éducation, administrateurs de stage, directeurs de stage, coordonnateurs au service éducatif. Et donc, ils se qualifient donc parfois eux-mêmes d'une autre catégorie. Donc là, les types de questions aussi qui ont été adressées au milieu universitaire, c'était par exemple, quelles sont les initiatives dans le programme au regard de l'articulation théorie-pratique. Donc là, ils ont pu nous annoncer effectivement tout ce qu'ils préparent, de quelle façon, par exemple, ils préparent les étudiants à aller en stage et comment après le réinvestissement des apprentissages faits en stage est pensé et organisé à l'université. Une autre question ici, c'était par exemple, quelles contraintes rencontrez-vous quant à la diversification des expériences de stage des étudiants et des étudiantes? Donc là, il pointe effectivement, par exemple, le manque d'enseignants ou d'enseignantes disponibles dans certains niveaux pour certaines disciplines d'enseignement, les contraintes reliées au déplacement, le fait qu'il arrive que les étudiants se retrouvent avec des enseignants qui ont peu d'expérience, qui n'ont pas été formés à l'accompagnement, et donc là, on met directement le doigt sur le deuxième mandat quelque part qui touchait à la formation des formateurs. Je continue avec l'étape donc une fois que toute la consultation a été réalisée, il était question d'y aller avec la rédaction. Donc là, les membres se retrouvent en février 24 pour présenter, les coordonnatrices présentent aux membres du SIACRE toutes les données recueillies lors des consultations. On crée des sous-groupes de travail pour se distribuer les parties du guide. Là, je parle de guide, mais en fait, c'est pas vraiment un guide, du document initial. Et donc, à la lumière de toutes les réponses, toutes les parties du guide sont révisées. Il y a une rédaction collaborative qui a lieu, là vraiment en sous-groupe de façon très, très intéressante. Et le 9 avril, là, comme je vous disais, rencontre en présence où tous les membres se retrouvent pour partager le fruit de leur rédaction et poursuivre cette mise en commun donc du travail réalisé en amont. Le travail des coordonnatrices ensuite de mai à août 24, ça a été vraiment de relire, de finaliser le travail, de rédiger le guide au complet. Et donc la validation, ça a été d'y arriver avec une version révisée, de faire approuver cette version finale au SIACRE avec l'identification d'éventuels thèmes à documenter par la suite. Et puis l'épreuve finale, été 24, le 16 septembre, on a pu livrer notre livrable ici relié à ce premier mandat au ministère et puis beaucoup de points d'interrogation pour la suite. Je me suis encore entretenue en début de semaine avec Madame Larrivée du ministère et malheureusement on le sait puis c'est pas nécessairement c'est indépendamment de leur bonne volonté et en tout cas de nos interlocuteurs, mais le ministère parfois prend du temps à publier des documents et donc c'est toujours en attente. On espère bien qu'à l'automne prochain nous aurons davantage de nouvelles. Alors Marc-André, là je me questionne réellement sur la pertinence d'aller sur le second mandat parce que je vais vraiment manquer de temps. En tout cas, le fruit du premier, ou les fruits on pourrait dire du premier mandat, c'est qu'on a apporté quand même des changements en gardant bien sûr une prudence et en gardant en ligne de mire la qualité de la formation et la qualité pédagogique de la formation. Donc on ne prône absolument pas toutes les voies raccourcies de formation, mais on a plutôt été dans une mise à jour, une prise en compte des nouvelles réalités de la formation pratique, avec de quelle façon est-ce que les voies de formation se diversifient, de quelle façon les modalités d'accompagnement aussi se diversifient, quels sont les profils éventuellement nouveaux de personnes étudiantes en enseignement, mais aussi de ceux qui les accompagnent. Donc on a actualisé aussi les enjeux forcément et les changements qui ont marqué le milieu scolaire durant les 20 dernières années. On a actualisé les orientations qui sont davantage appuyées par des connaissances et les écrits scientifiques. Il y a certaines parties, par exemple celles qui concernent les directions d'établissement, qui sont plus fournies, avec aussi un approfondissement des concepts d'encadrement, d'accompagnement et d'évaluation, et l'approfondissement aussi des rôles de chacun autour de cette grande question de la collaboration des partenaires. Donc là, on peut visualiser l'ancienne structure du document sur la gauche et à droite, on a une nouvelle structure avec un 5e chapitre qui concerne très clairement la collaboration des partenaires de la formation et qui détaille encore de manière plus fine que la version précédente le rôle des acteurs et des actrices. Je remercie tout particulièrement les personnes qui ont participé donc à l'écriture et à l'élaboration de ce premier mandat qui fut un travail assez colossal. Marc-André, il est 12h31, le deuxième ça ira plus vite. Oui, ne t'en fais pas, là, prends le temps qu'il faut, nous t'écoutons parce que c'est très intéressant, ça permettra de poser des questions peut-être plus pointues ensuite. Fais comme tu le sens en tout cas. Ça marche, merci.
Donc, mais comme je vous dis, j'y vais rapidement, puis il y aura des événements une fois que l'embargo sera terminé, c'est-à-dire au mois d'avril, là, c'est demain matin. On aura l'occasion vraiment de partager le fruit de tout cela. Deuxième mandat, là, c'était de réaliser le portrait de la formation des enseignants associés et des personnes... mais je sais pas pourquoi il met juste enseignant associé, si je me suis trompée, c'est enseignante associée et formateur et superviseur de stagiaires, pardon. On a élaboré bien sûr tout cela on va dire pas de la même façon, mais avec le même fonctionnement, donc toujours des rencontres entre les membres et puis un travail en coulisses des coordonnatrices que je tiens encore une fois ici à remercier pour l'incroyable travail qu'elles ont apporté, qu'elles ont assuré, donc Annie Trépanier, Alucard et Geneviève Boisvert. Je répète leur nom, mais je tiens vraiment à les remercier parce que ça a été un travail vraiment fait dans la confiance, dans la pleine collaboration et aussi dans un très grand plaisir du travail. Donc, je les remercie sincèrement aujourd'hui. Rencontre des membres en février 25 pour vraiment là représenter quelque part le nouveau mandat. Donc, bien sûr, partager le fruit du premier, mais aussi amorcer le travail du second mandat qui nous a été confié. Préparer les questionnaires en ligne. Et ensuite présenter les outils de collecte et de consignation pour la consultation. Celui-là allait être plus facile à notre sens, puisque déjà, comme je vous disais tout à l'heure, on disposait d'informations dites récurrentes, et déjà, ce sont des informations que l'on se partageait entre les membres d'ICIACRE. Donc là, l'idée, c'était d'aller à travers des questionnaires, valider quelque part un petit peu tout ce qu'on savait déjà, mais en tout cas aussi d'actualiser les informations éventuellement si celles-ci pouvaient l'être. Donc, on a préparé les questionnaires en ligne. On s'est rencontrés de nouveau en mai-juin pour consulter les responsables universitaires. Donc, nos grands alliés, là, ça a été nos membres du CIACRE qui ont pu diffuser en fait les différents questionnaires, parce que notre collecte, ça a été de diffuser 2 questionnaires en ligne adressés aux responsables de la formation des enseignants associés, puis d'autre part de la formation des personnes superviseurs universitaires. C'est ça le FEA, c'est personnes formatrices enseignantes associées et formateurs superviseurs de stagiaires, pardon. Ensuite, travail des coordonnatrices a été d'analyser les réponses aux questionnaires, de réviser et d'analyser les données recueillies pour valider le tout ensuite avec les membres du CIACRE. Donc là, on leur a présenté de nouveau toutes les données. Ça nous a permis aussi, dans certaines universités, il y avait des chiffres que l'on comprenait pas et donc on a pu préciser certains éléments. On a ensuite fait le travail de révision, donc entre coordonnatrices, à préparer la version finale du portrait, analyser les données au regard des écrits scientifiques, parce qu'il n'était pas juste question de se limiter à collecter des données, mais c'était aussi d'y ajouter effectivement parfois une certaine bonification par rapport aux connaissances scientifiques qui sont disponibles. Et enfin, ça a été avec les coordonnatrices là de pouvoir finaliser ce travail-là en septembre-octobre 25, donc d'envoyer cette version révisée aux membres et de présenter ce grand portrait-là en 25, donc le 10 octobre 25, notre double mandat a pu être présenté au ministère. L'état des lieux donc de la formation, là on a eu du côté des personnes enseignantes associées 15 répondants, 10 universités représentées pour plusieurs programmes, dont 10 issus de 10 universités, donc, mais 9 sur les 10 offrent une offre de formation, proposent une offre de formation, pardon. Et les personnes superviseurs universitaires, là, de ce côté-là, on a 30 répondants, 11 universités représentées pour de nombreux programmes également. Et là, toutes les universités consultées proposent de la formation. Et lorsque c'est pas de la formation, parfois pour eux, il peut s'agir d'activités de formation qui sont par exemple des groupes de co-développement. Mais là, tout dépend de la manière dont on comprend et dont on conçoit le terme de formation. Mais ce sont toutes des activités formatives en tous les cas. Au niveau des conclusions, je vais passer tout ça pour arriver à l'idée en fait de vous dire que comment est-ce qu'on a pu qualifier la qualité de la formation. C'était d'abord de se dire tiens, qu'en est-il de l'accès à la formation? Il y a eu 3 critères qui ont été établis, 3 dimensions. L'accès à la formation, quelle est la cohérence entre ce qui est offert dans les formations pour les enseignants associés et les superviseurs et ce qui avait été suggéré dans le cadre de référence, donc édicté par Liliane Portelance et ses collègues. Et puis enfin, quel est le suivi
qui est offert à la suite des formations. C'était ces 3 critères-là qui nous paraissaient assez pertinents pour se dire, tiens, est-ce qu'on peut parler de qualité? Est-ce que la formation est de qualité? Alors, toutes les universités consultées proposent la formation. Cette formation formelle est offerte au PSU dans 9 universités sur les 12. Et d'autres activités de formation existent. La plupart qui sont ponctuelles et facultatives. Les formations varient selon les programmes et peuvent, prendre des formes multiples. L'absence de formation formelle parfois ne signifie donc pas que les personnes superviseurs ne sont pas formées. Je passe maintenant aux enseignants associés, aux personnes enseignantes associées. Là, il y a 9 universités sur les 10 qui ont répondu et qui disent offrir une formation pour les enseignants associés. Le nombre de personnes formées occulte évidemment le nombre de personnes qui ne sont pas formées et qui accompagnent tout de même des personnes stagiaires. L'accès à la formation pour les personnes enseignantes associées est régi par différents critères et ces critères-là, par contre, sont variables selon les différents milieux scolaires. Sans expérience minimale, bien sûr, il risque d'y avoir moins de retombées en termes de développement professionnel. Et le contexte actuel de pénurie, là, c'est ça qui est relativement qui ressort bien évidemment au niveau de l'accès à la formation, mais c'est que les milieux peinent vraiment à libérer les personnes enseignantes pour pouvoir leur donner l'occasion d'aller se former. Et c'est aussi évidemment ce qui ressort de l'évaluation de la mesure budgétaire 320, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait que les personnes enseignantes associées soient sélectionnées pour avoir accès, ça peut assurer une meilleure qualité, mais c'est pas nécessairement le cas. Et les modalités de formation sont à prendre en compte puisqu'elles ont certainement une incidence sur la qualité de la formation. Et là, la manière d'offrir la formation est très différente d'une université à l'autre. Alors, la cohérence, alors là, c'est intéressant parce qu'on voit que les 5 universités, les universités couvrent de manière assez évidente l'ensemble des catégories. Les 13 universités ici consultées. Le nombre de programmes, pour lesquels ça a été consulté. Donc là, c'est le nombre de programmes dans lesquels la catégorie est présente. Donc, ce qui veut dire ici, par exemple, la deuxième compétence qui est attendue des formateurs de stagiaires, à savoir donc de développer les compétences professionnelles de la personne stagiaire, heureusement, on voit qu'elle est présente dans 11 programmes sur les 13. La troisième compétence présente dans 10 programmes sur les 13 et la quatrième est présente dans 11 programmes sur les 13. C'est intéressant aussi de voir quelle est la compétence qui n'est malheureusement pas présente ou travaillée dans toutes les formations, celle relative à la collaboration en vue d'une formation cohérente. Donc là, ça met le doigt sur les éléments qui peuvent être travaillés dans les programmes de formation pour les formateurs. Par rapport à la cohérence avec le cadre de compétences, toujours, mais ici chez les personnes superviseurs, on voit que c'est la compétence 2 qui est vraiment la plus représentée et la plus travaillée dans les activités, les modalités de formation qui sont proposées aux personnes superviseurs. Le suivi, les activités d'enrichissement, de perfectionnement aux personnes enseignantes associées, elles sont pas prévues partout. Quand elles le sont, elles vont couvrir certains thèmes en particulier. La pratique réflexive, la gestion de classe, la compétence interculturelle, le stage difficile, l'éthique, la collaboration entre la personne enseignante associée, la personne superviseur, l'observation au service de l'évaluation. Le suivi peut être compris évidemment comme une évaluation soumise aux participants à l'issue de la formation de base, mais c'est pas tant ça qui nous importe, c'est pas de savoir avez-vous aimé la formation, non, c'est plutôt qu'est-ce qui est offert comme activité de formation continue à la suite de la formation initiale. Et la plupart du temps, donc, le suivi prend la forme de ce type plutôt d'évaluation appréciative. Recommandations et perspectives, on y arrive. Envers le ministère, en collaboration avec le milieu scolaire et le milieu universitaire, nous avions suggéré donc au ministère en octobre de s'assurer que les montants issus de l'allocation soient suffisants pour permettre aux enseignants associés de se former et sortir donc de leur classe. Veiller à ce que les montants alloués permettent aux personnes enseignantes associées de participer aux formations conformément à l'évaluation de la mesure budgétaire. Soutenir le dialogue entre la partie patronale des milieux scolaires et syndicats, de sorte à pouvoir trouver des accords pour libérer les enseignants. Étudier la faisabilité de rendre la formation obligatoire et de l'offrir sous un format crédité, faisant en sorte que les personnes formées à ce moment-là soient évaluées à l'issue de leur formation, mais que ce soit aussi valorisé. D'autres recommandations plutôt tournées ici envers le milieu universitaire, ce serait d'accorder une importance accrue à cette formation-là,
en passant par quoi? Une adaptation des modalités, des stratégies pédagogiques. Hein, ça prend énormément de temps. Par exemple, à l'Université de Montréal, Ariane Provencher est en train de réviser complètement cette formation, mais ça prend énormément de temps pour aussi permettre que des modalités de formation soient offertes à distance. Ça prend un temps conséquent. Et donc, c'est aussi de soutenir cela par les universités et de dégager les personnes qui sont supposées pouvoir mettre la main à la roue là, pour préparer ces activités-là. De telles activités permettraient à ce moment-là aux formateurs de s'engager dans un processus de développement professionnel continu. Et ça valoriserait aussi leur rôle et leur nouveau métier. Accorder une importance aussi accrue de la même façon qu'on le ferait pour la formation des personnes enseignantes associées, ce serait de le faire pour les personnes superviseurs. On dit sensiblement la même chose ici, mais ce serait aussi de développer beaucoup plus le matériel pédagogique, puisque la formation des enseignants associés a quand même été davantage développée dans les universités, mais ça l'a été beaucoup moins pour celle des superviseurs. Donc là, ce serait de s'y atteler de manière intense, mais aussi interconnectée et peut-être aussi d'aller sur des modalités de formation conjointes avec celles qui sont proposées aux personnes enseignantes associées. Et enfin, des initiatives des recommandations envers le milieu universitaire, mais en collaboration avec le milieu scolaire, ce serait de mettre en place des critères d'accès à la formation pour éviter de former des personnes enseignantes qui se trouveraient encore en période d'insertion professionnelle, étape qui me tient très fort à cœur également dans mes travaux, et donc d'éviter qu'ils soient en pleine phase de stabilisation, mais plutôt qu'ils soient eux-mêmes assez aguerris dans la fonction pour être à l'aise dans ce qu'ils ont à endosser comme nouvelle fonction d'accompagnateur, de stagiaire. À nouveau, je tiens vraiment sincèrement à remercier les collaborateurs qui ont participé à ce second mandat. En matière d'information, si vous voulez plus d'informations sur la formation des enseignants associés, des superviseurs, il y a une capsule vidéo qui a été, tout un reportage même vidéo qui a été réalisé par Christophe Bacot, qui est maintenant à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et qui a interrogé Ariane Provencher, Annie Malou, Liliane Portelance et moi-même, et vous pouvez aller voir ce reportage qui permet d'en connaître davantage sur la formation, mais aussi sur le fameux cadre de référence de 2008. Liliane explique vraiment tout l'historique là, encore plus en amont que ce que j'ai fait tout à l'heure là. Vous pouvez aller prendre connaissance. Ces 4 vidéos là sont sur YouTube. Le site, il y a le SIACRE a 2 sites. Il y a un site privé, bien sûr, qui est disponible pour les membres du SIACRE, mais aussi un site public que vous pouvez consulter et vous pouvez aller voir donc les différentes activités. Il y a aussi des communications qui sont disponibles, des publications. Et puis, pour les événements à venir, notre collègue Christophe Bacot organise dans le cadre du SIACRE, qu'est-ce que je raconte? Dans le cadre du GEVAP, le groupe d'évaluation des pratiques professionnelles, une journée d'études internationales en ligne qui va parler du terrain formateur, donc plutôt des outils, des dispositifs et des repères conceptuels pour soutenir l'évaluation et la régulation des pratiques. Et enfin, quelques communications scientifiques. Il y a une conférence que je donne sur la collaboration entre le comité, donc entre notre SIACRE et le ministère de l'Éducation. Vraiment plus expliquer un peu le processus comment est-ce qu'on a travaillé main dans la main avec le ministère là pour réaliser ce double mandat. C'est un événement du CRIFPE qui aura lieu donc en avril prochain. Et enfin, et en fait je devrais pas dire enfin parce que c'est une des premières communications qui pourra avoir lieu, il y en aura d'autres. Ce sera à l'ACFAS lundi 11 mai à 9h, communication orale sur les enjeux, les dispositifs et les perspectives d'harmonisation au Québec. Ça c'est le titre du BRUP, le symposium c'est accompagner la professionnalisation, et ceci c'est le titre de ma communication qui permettra donc d'aller un peu plus en détail là sur les données qui ont été collectées. Je vous remercie et je suis désolée parce que je ronge toujours, c'est mon fâcheux défaut, je ronge toujours le temps de discussion. Alors à vous et merci de votre écoute. Merci Isabelle. C'était très complet, très clair, et puis tu as fait le mieux que tu pouvais dans le peu de temps qu'on t'a imparti. Je te félicite. J'ai une première question que je vais te poser. Certaines ont déjà été très tôt d'ailleurs mises dans le Q&A, alors je peux y revenir, mais tu as parlé d'événements qui venaient. Tu as dit qu'il y avait un embargo sur le SIACRE du printemps. Sur quoi porte-t-il cet embargo précisément? En fait, le ministère, quand on conclut une entente avec eux, ils se gardent en fait le droit d'avoir accès aux données, mais on peut après 6 mois
du dépôt du dernier livrable, donc c'est-à-dire le 10 octobre 25, nous on a déposé notre dernier livrable, et à partir de ce 10 octobre-là, on doit respecter un 6 mois où on touche pas aux données, on peut pas les publier à titre de données scientifiques. Donc à partir de ce moment-là, nous on pourra s'amuser entre guillemets parce qu'on a tellement de données. Puis je vous disais tantôt, on a fait des sondages, on a collecté énormément d'informations. Plusieurs nous ont servi à actualiser le guide, mais on n'a pas non plus parti sur on n'a pas fait un revirement à 180 degrés là. Mais donc ça veut dire aussi qu'il y a énormément de choses qui pourraient ne pas être utilisées si on n'en profite pas sur le plan scientifique. Et donc là, ce sera avec tous les collègues, là, on aura l'occasion là de publier de manière assez je crois conséquente. Là, on a beaucoup de choses à partager. On a vraiment hâte et c'est pour ça que j'avais envie là de penser. Puis j'en ai parlé à Liliane. On va peut-être organiser là une journée d'études, peut-être symboliquement 10 ans après la précédente en 27, mais ça va peut-être être un peu tard aussi. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment le goût de mettre ça en place parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à partager, puis ce sera l'occasion aussi de discuter. Je sais que c'est ralent, c'est fâchant de voir que ce travail très conséquent n'est toujours pas publié, mais je pense que c'est une occasion aussi de pouvoir s'expliquer le fonctionnement des instances. C'est toujours très lent, mais ça n'empêche pas qu'on a énormément de choses à partager, et ça, on pourra le faire avant la publication. De toute façon, c'est dans un mois à peine que vous allez pouvoir partager tout cela. Et vous avez certainement, entre-temps, déjà commencé à penser à ce que vous alliez publier et travailler là-dessus pour la forme que ça aura et tout et tout. Donc, merci pour toute cette présentation-là. Ça répond en partie à une des questions qui étaient posées, mais que je te lis quand même. Le portrait des modalités pédagogiques réalisé par le SIACR est très intéressant. Existe-t-il une documentation accessible publiquement? Non. Existera-t-il alors? Existera-t-il c'est sûr que ça avait été une des questions qui nous a été posée quand on est allé voir le ministère en octobre dernier. Les universités se gardent aussi comment dire, il y a des choses qui appartiennent aux universités, qui sont déposées au ministère, mais qui sont pas non plus totalement publiques. Donc c'est au ministère de décider dans le fond ce qu'ils veulent bien publier. Et nous, de notre côté, à partir du moment où on fera des publications, là ça deviendra accessible. Donc là, il faudra bien évidemment valider tout ce qu'on va pouvoir mettre dans une vitrine. Et donc, ça touche aussi la deuxième question, ou la première qui était posée. Les universités, donc, ont leur propre modalité de formation. Il y a des outils de formation dont tu parlais, que tu évoquais. Est-ce que ce partage-là est ouvert en dehors du SIACR? C'est la question qui était posée. Je comprends qu'il y a des choses qui sont évidemment propres à chaque université et qui sont liées à une sorte de secret industriel, je dirais. C'est une forme de concurrence parfois, mais au-delà de ça, il y a des choses qui seront partagées. Oui, absolument. Alors c'est une bonne question parce que effectivement, il y a des choses qui sont tout à fait disponibles sur le site. Si vous allez sur le site du SIACR, vous avez la présentation du SIACR, vous avez les retombées, les défis, les actions, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les recommandations, la diffusion du projet, donc il y a les entrevues dont je vous parlais aussi tout à l'heure, ça vous pouvez y avoir accès, les communications orales qui ont été présentées depuis lors, les différentes publications là qui ont toutes été listées. Il faudra peut-être, là je vois qu'il faudrait peut-être mettre à jour cela, mais en fait le partage des outils, des modalités, non, ce sont des informations que l'on se partage, mais entre membres du SIACR. C'est encore le cas par rapport à une sorte de respect du travail des universités. Là. C'est quelque chose qui pourrait être discuté à l'avenir. Pour lequel il semble y avoir un appétit, en tout cas d'après ce que j'ai vu dans les questions-réponses. Une autre question est aussi celle tu as parlé tantôt de la diversification des voies d'accès à la profession et que vous n'avez pas pris parti par rapport à ça, pas pris position par rapport à cela, ou en fait pas directement. Le fait que aussi ça amène une diversification des expériences préalables ou bien durant l'intégration à la profession. Est-ce que vous avez aussi examiné ces questions-là ou le lien qu'il y a entre les différents types de formations? Je sais que vous avez décrit ce qui se passait, mais voit-on des différences entre la formation
Et comment l'INE, par exemple, pourra-t-elle se servir ou non de vos données pour peut-être mesurer l'effet des modalités de formation, si c'est ce qu'ils veulent faire, de l'accompagnement, etc., et puis faire eux-mêmes des recommandations? Est-ce que c'est quelque chose qui va tomber dans leur escarcelle éventuellement, ou bien c'est vous qui allez continuer de faire ça? Enfin, est-ce que tu sais des choses là-dessus? Par rapport à la diversification? Ouais, notamment. Nous, alors les questions, parce qu'on en a énormément, mais par rapport à la diversification des voies de formation, on a demandé les contraintes on a posé la question par rapport aux contraintes rencontrées par rapport à la diversification. Donc, si je vais sur cette question-là de la diversification en particulier, qu'est-ce qu'on a posé comme question? On a demandé d'énumérer les voies d'accès à la formation, on a demandé les modalités de 1. On a posé question par rapport à l'articulation, mais ça, c'était pas important. Par rapport à la diversification des voies, attends, on a... La prise en compte de ces voies différentes-là. Il y a tellement de questions qui ont été posées que, en fait, là, c'est très précis, mais par rapport à cette question en particulier, nous, on a surtout demandé les contraintes rencontrées par rapport à la diversification des expériences. Mm-hmm. Et c'est la difficulté vraiment liée au manque d'enseignants disponibles. Donc, de nouveau, faire lié à ce qu'on disait tout à l'heure, la libération, les contraintes de déplacement qui sont également nommées lorsque le stage se déroule à une plus grande distance, que ce soit pour des stagiaires ou pour des personnes superviseurs. Parfois, il y a encore des étudiants qui se retrouvent avec des enseignants qui ont peu d'expérience. Donc, le fameux, c'est la raison pour laquelle on en est arrivé à la recommandation d'essayer d'éviter de toucher à des enseignants qui sont encore trop dans leur phase de stabilisation ou qui n'ont parfois pas du tout été formés à l'accompagnement. La pénurie d'enseignants a une incidence directe sur le nombre d'enseignants susceptibles d'accueillir un ou une stagiaire. Et puis, il y a de plus en plus de demandes de stagiaires pour effectuer leur stage dans le milieu d'emploi. Et parfois plusieurs stages dans le même milieu. Donc ça pose question, bien sûr, sur la variété des contextes qui sont rencontrés pour une formation optimale. Hein. Quand on les prend en emploi, nos stagiaires, forcément, ils vont répéter les mêmes stages au même endroit et il n'y aura plus cette diversification qui sera assurée. Marc-André, je suis pas sûre de répondre à ta question. Ça c'est par exemple relié aux contraintes, mais c'est une question très précise reliée à cela. Ça a été une question qui a été adressée au milieu universitaire, par exemple. Qu'est-ce qu'on a demandé au milieu scolaire par rapport à ça? Alors, que permettre aux stagiaires de mieux comprendre cette diversification? Alors, le mélange, je suis vraiment dans les questions très précises quand posées dans les sondages. Hein. Puis là, j'espère pas me faire... alors, il y a eu des échanges. Le milieu scolaire dit échanger sur les théories, les approches, les interventions, expliquer et modéliser des modèles d'intervention, présenter aux stagiaires des stratégies, des outils utilisés pour verbaliser la réflexion par rapport aux choix qui sont faits, faire réfléchir les stagiaires à leurs choix pédagogiques, faire des lectures, chercher de nouvelles connaissances, exactement la diapo que je vous ai montrée tout à l'heure, consulter les collègues, échanger, partager du matériel pédagogique, collaborer avec les différents partenaires, etc., etc. C'était ce que j'avais sélectionné là tout à l'heure. Mais une autre sous-question peut-être serait celle qui est liée au fait qu'il y a différentes voies d'accès à la profession maintenant. Cette diversification des voies-là inclut aussi des formations qui sont plus courtes, par exemple, qui ont d'autres modalités. Est-ce que vous avez essayé de voir si cela faisait partie des contraintes et comment on en tient compte et comment on peut arriver à avoir une formation de même qualité malgré les contraintes qui peuvent être associées à ces différentes voies-là? On n'est pas allé là-dedans dans le sens où c'était pas encore... la collecte a été quand même réalisée le 23. Nous, on a présenté février 24, donc on n'était pas encore dans le plein essor de ces voies-là. Et on n'a pas été documenté particulièrement ces voies-là. Et avez-vous pu voir toutes les universités? Parce que j'ai vu 11, c'est des programmes aussi. Donc, ça, c'est des programmes, effectivement. J'ai dit université tout à l'heure, mais c'était le nombre de programmes, oui. Parce qu'il y a quand même 12 universités au Québec qui font de la formation en enseignement, il me semble, et ça doit être très différent dans chacune de ces universités-là, surtout celles qui sont peut-être plus tardivement venues à la formation en enseignement. Il y a peut-être plus de différences, je sais pas, ça par hypothèse. Tout à fait. Et donc, c'est sûr que ça, c'est une des limites du travail. Et il y a une question, j'ai vu dans le clavardage, pourquoi pilier discret? Parce que quand on voit arriver un petit sondage du SIACRE, peut-être que c'est pas considéré comme quelque chose d'important. Mais c'est très important parce que
les mandats qui ont été réalisés, c'était pour dresser un portrait, puis ce portrait-là, on veut qu'il soit pan-québécois, on veut qu'il soit complet. Et donc, c'est sûr que quand on arrive effectivement avec le premier sondage, vous avez vu, je crois Marc-André, c'est ça, tu as peut-être en tête les 8 universités représentées pour le premier mandat, hein, là où on a vu les histogrammes avec le nombre de répondants dans le milieu universitaire. Mais c'est sûr que 8 sur 12, là, c'est pas le portrait complet. Mais, c'est quand même intéressant. Les gens à répondre. Malheureusement, on n'a aucun moyen de pression, si ce n'est que de compter sur la bonne volonté de tous les milieux, de prendre ça à cœur et aux responsables. Et puis là, c'était un peu une limite qu'on a identifiée, même conjointement avec les doyens, le ministère, etc. À la fin de tout ce travail-là, c'était de se dire, mon Dieu, on aurait peut-être dû publier nos sondages et nos différents que les questionnaires, s'ils avaient pris la voix des doyens, peut-être qu'on aurait eu plus de poids et donc leur publication aurait aussi attiré d'autres personnes en voyant l'importance que ça avait, parce que ça a vocation à être, je dirais pas universelle, mais en tout cas être très soutenant pour tout le réseau, cette recherche-là. Une autre question un peu, c'est par rapport à la reconnaissance des acquis. Est-ce qu'il y a des éléments là-dedans qui pourront aider à reconnaître, parce qu'on a dit tantôt, on ne veut pas que des gens soient prématurément des formateurs ou des formatrices à la formation pratique, mais on ne veut pas non plus que des gens aient des formations sans raison parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des reconnaissances d'acquis qui sont pensées? Est-ce qu'il y a une façon de voir ce que sont les besoins de formation des superviseuses, etc. Est-ce qu'il y a des éléments qui vont permettre de voir ça dans ce que vous avez, ou c'est vraiment plus descriptif? Non, c'est beaucoup plus descriptif. On n'est pas allé sur ce volet-là. Si ce n'est que ça me fait penser aux critères d'accès quelque part, hein. Et donc là, c'est sûr que le milieu scolaire réfléchit bien sûr à qui est-ce qu'ils envoient se former, puis quels sont les. Je pense une question que j'ai encore vue hier là sur ils font leur sélection et c'est eux qui font leur sélection, hein, d'enseignants associés. Donc c'est à eux quelque part à avoir les critères en tête et pas nécessairement c'est pas parce qu'ils ont 5 ans d'expérience qu'ils sont nécessairement un meilleur enseignant associé que celui qui en a peut-être 3 mais qui a peut-être plus de prédisposition à accompagner. Donc là c'est le travail, je dirais, plus des milieux scolaires et des directions d'identifier correctement les personnes qui peuvent être qui peuvent se destiner à faire de l'accompagnement. Donc là, c'est important aussi que ce travail-là leur arrive entre les mains pour qu'ils voient toute je devrais faire, j'aimerais faire la même chose avec le nouveau, là, avec celui qui s'en vient, mais. Ça viendra. En tout cas, c'est là où c'est le travail en collaboration avec le milieu qui est nécessaire, parce que ce sont les directions qui sont les mieux à même d'aller identifier et faire cette reconnaissance d'acquis beaucoup plus que nous. Peut-être que dans le cadre des formations, des personnes comme Ariane Provencher, formatrice, il y en a tout plein d'autres, bien sûr. J'ai elle en tête parce que c'est chez nous qu'elle est très active, mais et dans le cadre des formations et les milieux scolaires à travers les directions qui sont capables de faire ce travail-là, mais on n'a pas posé de questions particulièrement en lien avec ça, si ce n'est par rapport aux critères d'accès. Ouais, donc là aussi, il y aura des choses à voir. Je vais te poser peut-être une ou dernière question avant de terminer, parce que je vois le temps qui file. Une des questions qui était posée concernait le personnel non légalement qualifié. Est-ce qu'il a été pris en compte que des enseignants d'expérience parfois accompagnent de manière plus ou moins formelle ce personnel-là? Est-ce que vous avez pu tenir compte de ça dans votre travail? Et l'autre question par rapport au niveau méthodologique, les balises pour que la recherche soit réalisable, les conseils à donner si on voulait aller dans cette direction ou approfondir cette direction-là. Et je te passe toutes les félicitations pour la clarté de ton propos qui émaille le chat. Merci, ça m'étonne parce que j'ai quand même été très dense, ça a été très dense, donc je m'excuse de la rapidité peut-être de mon discours. Par rapport au NLQ, les non légalement qualifiés, etc. Alors ça apparaît, mais au niveau des thèmes, tout ce qui est situation particulière, stagiaire en situation de difficulté, etc. Ça apparaît effectivement dans les thèmes nouveaux qui sont demandés et qui vont faire l'objet de révision dans les formations, dans le contenu de formation des formations qui sont destinées là pour les enseignants associés et les superviseurs. Et l'autre question, Marc-André, désolé, j'ai zappé.
Ça va de toute façon, le temps est maintenant terminé. Non, je préfère vraiment que... Et puis ceux qui doivent fermer, ferment, mais c'était quoi la toute dernière, si tu veux bien juste... Au niveau des méthodes, quelle oui, balise c'est ça. C'était pour les méthodes. Quelle balise devrait-on suivre ou que conseillerais-tu de faire pour améliorer, pour faire une recherche du même type? Je te la lis, en fait. Merci Isabelle pour cette présentation si claire et pour le partage de cette recherche conséquente au niveau méthodologique. Quelle balise nécessaire pour qu'une telle recherche soit réalisable? Quel conseil de quelles difficultés as-tu rencontrées? Ah, merci pour la question, mais en fait j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, hein. Donc la grande limite c'est toujours, et ça l'est je crois de plus en plus partout, c'est l'accès aux données, hein. C'est d'avoir justement, comme je le disais, que ça fasse que ça attire l'attention des personnes qu'on sollicite et de qui on a besoin. De qui on a besoin en fait pour éclairer le phénomène. Donc je dirais que c'est ça sur le plan méthodologique qui est le plus important. Et puis des balises, les balises c'est peut-être effectivement bon, ici c'est un mandat ministériel, donc c'est encore très différent, mais c'est de bien connaître aussi les attentes, et ça on a souvent été les relire, on s'est adressé au ministère pour bien interpréter leurs demandes et pas faire fausse route, parce que quand on nous demande une synthèse sur la qualité de la formation, ben, qu'est-ce que ça veut dire, la qualité de la formation? Donc c'est à nous à réfléchir aux critères. C'est là où on s'est dit, tiens, ben en fait, c'est l'accès, c'est la cohérence avec le cadre, et puis c'est le suivi. Et ces critères-là ont été soumis, validés, donc à chaque fois, c'est de s'assurer, dans le fond, que la commande est comprise, et puis après, qu'on travaille dans cette direction-là. Et donc, ça nécessite un dialogue, en fait, avec les instances qui commandent, qui font la commande. Je te remercie, Isabelle, pour cette dernière réponse-là. Je te donnerai aussi des noms de personnes qui veulent parler avec toi. Je te donnerai par la suite, c'est pas utile maintenant. Mais donc, il y a eu beaucoup de bonnes réactions. On a eu beaucoup d'auditeurs et il y en aura d'autres qui vont pouvoir écouter cela aussi plus tard. J'ai vu, entre autres, que les personnes qui ont travaillé avec toi sont d'accord avec ce que tu dis et avalisent tes propos. Donc, je te remercie, Isabelle, pour la présentation. Je remercie les gens qui ont écouté aussi, qui ont participé, qui ont posé des questions. Vous pourrez donc revoir cela sur le site du CRIFPE très bientôt. Merci à tous. Merci encore Isabelle et puis au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos commentaires soutenants. Merci à tous les membres qui ont collaboré à ce grand chantier. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.